Bonjour à tous et bienvenue sur Bleu comme une orange. Aujourd'hui, je vais vous parler des shampoings solides. Alors en fait, je suis devenue vraiment fan de ce type de shampoing et je n'utilise plus que ça depuis un certain nombre d'années. Je n'y trouve que des avantages. Alors des avantages écologiques, des avantages économiques, des avantages également pratiques et puis également le fait que ce soit très sain pour l'homme. Donc écologique d'abord parce qu'il est sans emballage. J'ajouterais même sans emballage plastique. Or, on sait aujourd'hui que la masse d'emballage plastique que notre consommation effrénée génère est un véritable problème pour l'environnement. J'ai d'ailleurs lu sur le net que 5 à 13 millions de tonnes de plastique s'écoulent chaque année dans les océans. Ensuite, les ingrédients de cette nouvelle génération de shampoings sont sélectionnés pour répondre à des labels très spécifiques. Ce qui fait que la plupart du temps, ils ne contiennent que des ingrédients naturels, bio et dégradables. Et enfin, ils ne contiennent que très peu d'eau. En tout cas, pas suffisamment pour que les bactéries et les micro-organismes s'y développent. Donc, ils n'ont pas besoin de conservateurs. Alors les conservateurs ne sont pas toujours très sympathiques pour les micro-organismes, mais aussi pour l'environnement. Donc le fait d'avoir peu d'eau permet de s'affranchir de l'usage des conservateurs et c'est vraiment un plus. Enfin, le deuxième avantage, c'est d'être très économique. Déjà, pas d'emballage. Normalement, c'est déjà ça en moins que le consommateur va acheter pour mettre à la poubelle ensuite. Et puis, quand on achète un shampoing solide, on n'achète que de la matière sèche. Donc, il faut savoir que, par exemple, un shampoing traditionnel va contenir 70-80% d'eau. Donc, quand j'achète un shampoing et que je sais que j'achète 70-80% d'eau, je trouve ça un peu dommage. Le shampoing solide, on n'achète que de la matière sèche. D'ailleurs, un petit galet de 100 grammes peut très facilement faire 30, voire même 60 shampoings sans problème. Autre avantage, c'est son côté très pratique, en voyage, mais aussi dans la salle de bain. L'encombrement de ce shampoing est très faible, hein, c'est la taille d'un petit savon. Et puis, pas de fuite, pas de renversement, ni dans la valise si on part en voyage, ni dans la salle de bain. Parce que combien de fois j'ai vu mes enfants se shampouiner, verser la bouteille de shampoing dont le bec verseur a été mal conçu et en mettre une pleine main, donc gâcher beaucoup de shampoing. Le dernier avantage, c'est que c'est vraiment sain pour le cuir chevelu. Sa forme déjà est très intéressante puisque le fait d'avoir un objet dur dans la main permet de vraiment créer un massage sur le cuir chevelu, donc une action vraiment dynamique sur le crâne. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, les ingrédients sont vraiment sélectionnés pour être non toxiques, non nocifs, donc vraiment très sains pour le consommateur et pour l'environnement. Et puis, le côté détergent de ce shampoing solide va être un détergent très doux qui n'agressera pas le cheveu. On ne va pas aller le décaper à coups de super détergent comme on peut trouver dans les shampoings traditionnels. Donc vraiment, pour moi, dans ces shampoings solides, je n'y vois que des avantages. Et depuis un certain nombre d'années, j'ai complètement éliminé les shampoings traditionnels liquides par ces petits shampoings solides. Je vais maintenant vous expliquer un petit peu plus en détail comment ils sont conçus et qu'est-ce qu'ils contiennent. Voilà, donc maintenant, je vais vous présenter comment est conçu un shampoing traditionnel et surtout les grandes différences qu'il aura de par sa composition par rapport à un shampoing solide. Alors un shampoing traditionnel liquide va tout d'abord contenir beaucoup d'eau. C'est son ingrédient principal. On appelle ça la phase aqueuse. En fait, l'eau sert de vecteur pour transporter tous les ingrédients du shampoing et dissoudre les principes actifs qui sont solubles dans l'eau. Ensuite, le shampoing traditionnel va contenir une phase huileuse. C'est tout simplement un mélange d'huiles végétales qui seront sélectionnées en fonction de leurs propriétés principales et quelles propriétés on souhaite apporter au shampoing lui-même.
Et puis l'intérêt de la phase huileuse, c'est également d'arriver à dissoudre tous les ingrédients et les principes actifs qui ne sont pas solubles dans l'eau, mais qui ne sont solubles que dans la partie huileuse. Enfin, un shampoing traditionnel va contenir un peu de poudre. Alors, pas des quantités énormes, mais très souvent, on pourra en trouver des petites quantités. La fonction de ces poudres, c'est d'être soit des pigments, soit des plantes. Les pigments vont apporter de la couleur. Les plantes, elles, vont apporter leurs propriétés principales ou alors une action mécanique, par exemple en donnant un petit côté abrasif au shampoing. Il faut savoir que les poudres ne se dissolvent ni dans l'eau ni dans l'huile. Elles vont rester sous forme de particules mouillées, des petites agglomérats, des petites particules bien dispersées dans un milieu liquide. Et enfin, on va trouver dans le shampoing la substance qui est fondamentale pour le shampoing, c'est le tensioactif. Alors elle est fondamentale parce que c'est vraiment cette substance qui va donner le côté détergent, nettoyant du shampoing. Qu'est-ce qu'un tensioactif? C'est une petite molécule linéaire qui va avoir une tête hydrophile, sur le schéma c'est en violet. Cette petite partie va avoir une grande affinité avec l'eau. Et une queue hydrophobe, qui est sur le schéma en bleu, qui va, elle, avoir une grande affinité avec l'huile. Or, vous savez que l'eau et l'huile se répulsent, elles s'opposent. Et grâce à ce tensioactif, on va pouvoir lier cette phase aqueuse et cette phase huileuse. Alors, je m'explique un peu plus. Donc, ce tensioactif va avoir 3 fonctions dans le shampoing. La première, ça va être de stabiliser le mélange eau et huile que l'on va faire. Puisque pour mélanger la phase aqueuse et la phase huileuse, on va agiter très fortement, développer des petites gouttelettes d'huile qui vont se disperser dans un milieu aqueux. Mais si on laisse reposer ce mélange, au même titre qu'une vinaigrette, au bout d'un moment, l'eau et l'huile se répulsant, se repoussant, on va dire, les deux phases vont se séparer. On va retrouver une couche d'huile et une couche d'eau. Grâce à ce tensioactif, eh bien, on va pouvoir stabiliser ce mélange, éviter que les deux phases ne se reséparent. Elles vont donc rester sous forme de petites gouttelettes d'huile dispersées dans un grand flacon d'eau. Ça, c'est la première fonction du tensioactif. La deuxième fonction, ça va être, j'allais dire, sa fonction principale dans le shampoing qui va être de nettoyer. En effet, la partie hydrophobe, la petite queue bleu ciel, va capter les corps gras du cheveu, toutes les salissures qu'on va pouvoir trouver le long des cheveux ou même sur le cuir chevelu. Elle va les capter et la partie hydrophile du tensioactif, la petite tête violette, elle va pouvoir entraîner tout ce mélange de salissures captées dans la partie aqueuse du shampoing, puis même dans l'eau de la douche. C'est ce qu'on appelle le pouvoir détergent du tensioactif. Et la dernière fonction de ce tensioactif, ça va être de favoriser la dispersion des poudres que je vous ai décrites précédemment dans le milieu liquide. En effet, les poudres, quand on les mélange dans de l'eau ou dans de l'huile, quelquefois elles vont avoir tendance à se réagglomérer, à former des petites mottes parce qu'elles sont plus difficiles à disperser que quelque chose qui va se dissoudre dans le milieu. Donc grâce à ces tensioactifs, eh bien, les petites particules de poudre vont pouvoir mieux se disperser dans le milieu liquide et rester sous forme de grains individuels sans se réagglomérer. Voilà, donc ça c'est vraiment pour la partie tensioactif. Et puis, après ces 4 ingrédients principaux qu'on trouve dans les shampoings, donc la phase aqueuse, la phase huileuse, la poudre et le tensioactif, on va trouver tout le reste qui sera sous petite quantité, donc les principes actifs, les huiles essentielles dont le choix va vraiment dépendre des propriétés qu'on veut donner au shampoing, les antioxydants qui vont permettre d'éviter que la partie huile végétale ne rancisse, les conservateurs qui vont éviter que la partie phase aqueuse ne moisisse ou ne développe des bactéries. Et enfin, pour le petit côté plaisir, les parfums. Et tous ces ingrédients que j'ai listés après le tensioactif, moi je les regroupe sous le terme d'additifs. Ça va rentrer en très petite quantité dans le shampoing. D'ailleurs, en parlant, alors les additifs,
Pour certains, ils vont être très avides d'eau, ils vont se dissoudre facilement dans l'eau, on dit qu'ils sont hydrophiles. Et pour d'autres, ils vont être très avides d'huile, ils vont se dissoudre facilement dans l'huile, on dit qu'ils sont lipophiles. Donc pour tous ces additifs, on a vraiment besoin d'avoir deux phases dans le shampoing, une phase huileuse et une phase aqueuse, sans quoi, eh bien, s'il manque une phase, il y a certains additifs qui n'arriveront pas à se dissoudre. Alors, je vais juste faire un petit rappel dans les grandes lignes des proportions qu'on peut trouver dans un shampoing traditionnel pour pouvoir vous le comparer à un shampoing solide. Dans un shampoing traditionnel, on va trouver 70 à 80% d'eau. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas forcément très économique quand on en achète. On va trouver 20 à 30% d'huile. 0 à 10% de poudre. Dans les shampoings traditionnels, il y a quand même assez peu de poudre. Et puis 10 à 15% de tensioactif. Donc vous voyez, la fonction principale qu'on achète, le pouvoir nettoyant, ne va représenter que 10 à 15% du shampoing qu'on va acheter, shampoing traditionnel dans le commerce d'aujourd'hui. Tout le reste, ça va rentrer en très petite quantité jusqu'à obtenir 100% du mélange. Si je reprends ces proportions, mais que je le transpose pour une formulation de shampoing solide, eh bien vous allez voir que la phase aqueuse de 70 à 80%, elle va passer à 10-15%. Donc très peu d'eau. Vraiment la quantité juste nécessaire pour dissoudre certaines substances qui sont avides d'eau. Ensuite, les tensioactifs, eux, vont être en très forte proportion puisqu'on passe à 50-60%. Et puis, comme je le disais, comme il y a très peu d'eau, ou en tout cas pas suffisamment d'eau libre pour pouvoir permettre le développement des micro-organismes et des bactéries, eh bien nous n'aurons plus de conservateurs. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt d'un shampoing solide. Voilà, donc à présent je vais aller plus dans les détails pour chaque famille d'ingrédients. Donc vous avez bien retenu qu'on avait 5 grandes familles d'ingrédients: les tensioactifs, les poudres, les huiles végétales, l'eau et tout ce qui sera additif. Je vais commencer par les tensioactifs. Donc moi, le tensioactif de prédilection, celui que j'utilise pratiquement dans toutes mes recettes de shampoing solide, c'est le SLMI, sodium lauryl méthyl iséthionate. C'est une poudre biodégradable dont la fabrication est respectueuse de l'environnement et elle donne une mousse très onctueuse. Dans les sites internet, sur toutes les recettes que vous pourrez trouver, l'ingrédient de base qui revient le plus souvent, c'est le SCI. Il est de la même famille que le SLMI, la molécule est un tout petit peu plus petite, mais tous les deux sont des dérivés de l'huile de coco. Le SCI, c'est le sodium cocoïl iséthionate, c'est également une poudre biodégradable, très douce, dont la mousse est très riche et crémeuse. Il y a un autre tensioactif qu'on retrouve souvent dans les recettes de shampoing solide, c'est le SLSA, sodium laurite sulfoacétate. C'est également une poudre biodégradable. La différence avec les deux précédents, c'est qu'elle va donner un pouvoir viscosant, c'est-à-dire que la mousse produite sera un petit peu plus épaisse, un peu plus onctueuse, elle aura plus de corps. Et enfin, vous avez le dernier tensioactif que je peux vous suggérer, qui est le SCS, sodium coco sulfate. Moi, je l'utilise assez peu, ou quand je l'utilise, c'est toujours en petite proportion coupée avec un des 3 autres. Son inconvénient, c'est qu'il est irritant. C'est pour ça que je l'utilise en très petite quantité. Par contre, son avantage, c'est qu'il va avoir déjà la mousse sera onctueuse. Il donnera une bonne sensation au lavage, mais c'est surtout qu'il va absorber pas mal les huiles végétales très visqueuses comme les beurres, le beurre de cacao, le beurre de karité. Donc quand vous voulez utiliser pas mal de parties graisseuses comme les beurres, ce tensioactif est recommandé. Alors maintenant, je vais vous parler des poudres. Donc là, le choix est encore beaucoup plus vaste que pour les tensioactifs. Vous avez de quoi vous faire plaisir entre les charges minérales, les plantes en poudre ou les pigments.
Ici, je vais vous lister quelques ingrédients que je retrouve souvent dans les recettes de shampoing et que j'aime particulièrement parce qu'ils ont vraiment une fonction qui est dédiée pour le cheveu. Mais vous pourrez trouver bien d'autres suggestions sur Internet pour trouver des mélanges de poudre. Alors la première poudre que j'utilise beaucoup, c'est le shikakai. Celle-ci est très particulière, c'est une plante qui est réduite sous forme de poudre, mais cette plante a la particularité de contenir de la saponine. C'est un tensioactif naturel. C'est-à-dire que de par sa nature, le shikakai est capable d'absorber un peu de partie huileuse et un peu de partie aqueuse. Elle ne va pas produire une mousse extraordinaire, mais elle aura cette fonction un peu de détergence très très douce. Ce qui peut permettre de réduire légèrement la quantité de tensioactif traditionnelle pour la substituer par un petit peu de poudre de shikakai. Et l'autre avantage du shikakai, c'est qu'au-delà de sa fonction détergente très très douce, elle va apporter des propriétés très spécifiques pour le cheveu. Elle va favoriser leur repousse, réduire les pellicules et vraiment aider à gainer le cheveu. Dans le même registre, c'est-à-dire dans le registre des plantes ayurvédiques, on va retrouver le seed. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce, donc je vous laisse le prononcer comme vous le souhaitez. L'avantage de cette plante, c'est qu'elle va être un peu comme le shikakai, elle va apporter des fonctions assez intéressantes pour le cheveu, elle magnifie la fibre capillaire, elle lutte contre les pellicules. Mais elle a deux autres avantages, c'est qu'elle apaise les démangeaisons et elle aide à fixer les teintures végétales. Donc pour les personnes qui utilisent très souvent des colorations végétales et qui veulent essayer de retarder un petit peu le délavement par les shampoings de ces teintures, eh bien, utiliser cette plante, ça pourra aider à fixer la couleur. Une autre plante, toujours de la même famille, c'est le brahmi qui va permettre de favoriser la pousse des cheveux elle aussi et de l'épaissir. Ça va être un tonifiant. J'aime bien également utiliser la poudre de bardane qui va avoir l'avantage de réguler le sébum. Donc c'est très intéressant quand on veut faire des shampoings pour cheveux gras. Il va aussi limiter les pellicules et réduire les démangeaisons. On peut également utiliser le rassoul ou le henné qui auront plus des propriétés d'absorber les graisses et d'abraser légèrement la surface du cheveu pour bien décoller les salissures. Ensuite, je vais vous présenter dans la famille des huiles et des beurres des ingrédients aussi un peu fétiches pour les cheveux. Et l'ingrédient vraiment de base que vous retrouverez vraiment pour tous les sites internet qui vous parlent du cheveu, c'est l'huile de ricin. Donc l'huile de ricin, elle est particulièrement recommandée pour aider à la pousse du cheveu, à lutter contre les chutes de cheveux. On le trouve très souvent dans le soin des ongles et des cils. Donc vraiment, c'est la matière huileuse recommandée pour les cheveux. Ce que j'aime bien aussi dans les huiles végétales et les beurres, c'est le cacao, le beurre de cacao qui va être très nourrissant et hydratant pour les cheveux. Donc c'est bien pour les cheveux secs. L'huile de coco est très souvent utilisée aussi pour les cheveux. Son avantage est qu'à température ambiante, elle est solide, donc elle va aider à solidifier un peu le shampoing solide. Bon, à une certaine température, elle se liquéfie, mais elle peut apporter un petit peu de cohésion. Elle est adoucissante, émolliente, elle apporte beaucoup de brillance. J'aime également particulièrement l'huile de brocoli qui est extrêmement nourrissante et gainante. Et la raison pour laquelle je l'aime beaucoup, c'est qu'elle peut remplacer les silicones qu'on trouve habituellement dans les shampoings traditionnels pour aider à démêler le cheveu. Le silicone, c'est pas très très bon pour l'environnement. Dans les shampoings solides, moi j'utilise de l'huile de brocoli qui me permet d'apporter une fonction un peu démêlante au shampoing. Une huile aussi intéressante que souvent je substitue à l'huile de coco, c'est soit j'utilise l'huile de coco, soit j'utilise l'huile de babassu, parce qu'elle se ressemble, elle aussi est solide à température ambiante. C'est donc l'huile de babassu qui a une fonction antiradicalaire et qui est très pénétrante. Donc elle va lutter contre le vieillissement du cheveu ou même de la peau
et elle va aider à véhiculer au cœur des cheveux les principes actifs qui seront dissous dans la phase huileuse. Le beurre de karité est également très intéressant, tout comme le beurre de cacao, il va être très nourrissant. Je l'utilise quand j'essaye de réduire le frisottis des cheveux. Et puis une autre fonction intéressante du beurre de karité, c'est son pouvoir protecteur UV. Il peut filtrer un peu les UV. Et une dernière huile qui est très très intéressante également pour le cuir chevelu, notamment quand on a des peaux squameuses qu'on veut traiter, c'est l'huile de cucuy. Elle est également très pénétrante et elle répare les cheveux secs. Donc voilà, je vous ai décrit un certain nombre d'huiles végétales ou de beurre. Euh, le choix est beaucoup plus vaste, hein, donc je vous invite à chercher sur Internet d'autres huiles. Il y a vraiment un choix infini. Voilà, donc l'ingrédient suivant, c'est tout ce qui est l'eau. Donc je vous l'ai déjà dit, dans les shampoings solides, on a assez peu d'eau, 10 à 15%. Mais néanmoins, il en faut un peu parce que certains principes actifs ne sont solubles que dans l'eau. Les tensions actifs aussi, dans leur préparation, on aura besoin de les dissoudre dans l'eau, donc il y a besoin d'eau. Alors l'eau, vous pouvez prendre de l'eau minérale, hein, ou de l'eau de source. J'évite quand même l'eau du robinet parce que c'est pas le meilleur choix pour avoir un bon contrôle bactériologique. Mais une eau de source fera très bien l'affaire. L'eau minérale, méfiez-vous quand même, si elle contient trop de minéraux, elle va peut-être avoir tendance à réduire la quantité de mousse de votre shampoing. Si vous ne voulez pas utiliser d'eau, vous pouvez utiliser aussi toutes les familles aqueuses du type tisane, thé, infusion, dont l'avantage sera qu'elles vont véhiculer les propriétés des plantes qu'on aura fait infuser dedans. Alors on pense à l'infusion de camomille, le thym, le romarin, j'ai listé aussi la menthe, la bardane. Et puis vous pouvez également utiliser en la place des tisanes des hydrolats. Donc les hydrolats, c'est ce qu'on récupère tout à la fin d'une distillation d'huile essentielle. Quand on essaye d'extraire les huiles essentielles, le résidu à la fin, c'est de l'hydrolat. Donc on aura autant d'hydrolats qu'on pourra trouver d'huile essentielle, j'ai envie de dire. Le choix est très vaste et pareil, il suffit de sélectionner l'hydrolat en fonction de la propriété qu'on veut amener à notre shampoing solide. On trouve l'hydrolat de camomille, de baie de Saint-Thomas, ortie, tilleul, la sauge sclarée qui est très bonne pour réguler le sébum, le cèdre de l'Atlas également. Donc un choix assez vaste. Je peux même aussi rajouter l'idée des vinaigres, de vinaigre de framboise ou vinaigre de cidre. Je ne l'utilise pas très souvent, mais ça m'est arrivé de faire quelques recettes avec du vinaigre de cidre. Ça peut apporter un côté... ça favorise l'éclat du cheveu, le vinaigre. Alors ensuite, vous avez toute la famille des additifs et des principes actifs. Donc si vous vous rappelez, dans le début de ma présentation, je vous avais listé 5 grosses familles. Là, il s'agit de la dernière famille qui contient les ingrédients qui vont être en quantité les plus petites, hein. Ce sera des très petites quantités, mais des produits qui ciblent une action vraiment précise. Alors, dans cette famille-là, il y a tout d'abord les huiles essentielles. On en met très peu, mais enfin, c'est du concentré, hein. Et là, le choix est également très vaste. Vous pouvez mettre toutes les huiles essentielles que vous voulez. Je vous ai listé une petite série qui est un peu spécifique pour certaines propriétés qu'on peut désirer pour le cheveu. Le régulateur de sébum, par exemple, on trouvera la bergamote, la sauge, le cyprès. Pour réduire les pointes fourchues, le cheveu un peu trop sec, le nourrir un peu plus, le géranium, le palmarosa et le bois de cade seront vraiment intéressantes. Pour stimuler la repousse des cheveux, la menthe poivrée, le gingembre et la baie de Saint-Thomas sont vraiment intéressantes. Et puis pour réduire les pellicules, le petit grain et le patchouli sont pas mal également. Alors, autre famille de produits que je mets dans la famille des additifs et principes actifs, c'est les antioxydants.
C'est nécessaire quand on veut éviter que les huiles végétales ne rancissent. Alors particulièrement si vous utilisez du ricin ou du brocoli qui vont avoir tendance à rancir assez vite. Donc là, j'utilise tout simplement la vitamine E qui est très, très efficace. Quelques gouttes dans le shampoing et ça permet de vraiment réduire la vitesse d'oxydation de ces huiles. Un autre additif assez intéressant, c'est tout ce qui va apporter un côté démêlant, lissant, anti-électricité statique. Donc c'est les conditionneurs. Le BTMS est intéressant, la protéine de soie et l'inuline seront des choix intéressants pour ce type de propriété. On peut également apporter un principe actif très ciblé qui permet de renourrir le cheveu, comme la kératine ou les céramides, ou également la glycérine qui va donner un petit peu d'hydratation aux cheveux. L'aloe vera va lui le nourrir, éviter qu'il soit trop cassant. Donc ça peut être des principes actifs intéressants. Et enfin, des ingrédients qui vont apporter une texture particulière à notre mousse quand on sera en train de shampouiner nos cheveux. Alors l'acide stéaraïque, lui, va donner un petit peu de corps à la mousse, la rendre un petit peu plus visqueuse, un peu plus onctueuse. La protéine de soie et la protéine de riz vont plutôt agir sur le toucher de la mousse, en la rendant, en donnant une mousse au toucher un peu soyeux, au toucher doux. Donc ça peut être des agents texturants plus dans le domaine du sensoriel, mais qui sont tout à fait intéressants. Voilà, donc avec ces quelques transparents, je vous ai vraiment brossé les 5 ingrédients de base d'un shampoing. Vous pouvez, dans chaque famille d'ingrédients, explorer beaucoup de substances particulières. Le choix est très vaste, mais essayez de garder les proportions recommandées si vous voulez éviter d'avoir un shampoing solide qui soit trop mou ou qui se dépiote trop facilement sous la douche. Enfin, si vous voulez vraiment obtenir un shampoing qui soit de la consistance d'un savon, respectez les quantités que je vous ai signalées. Donc la famille des tensions actifs, 50 à 60%. La famille des poudres, 0 à 10%, un petit peu plus, mais méfiez-vous quand même. La famille des huiles végétales, pas plus de 20%, 10 à 20%. La famille des eaux, 15%, on va dire, maximum. Et puis les principes actifs, tous ces petits ingrédients qui vont être en petite quantité, mais qui vont nous permettre d'atteindre les 100% de la formulation. Ingrédients. Le process de fabrication pour obtenir ce shampoing solide. Alors la première recommandation qui peut paraître évidente, mais je tiens vraiment à le rappeler, c'est qu'il faut travailler avec du matériel vraiment propre, hyper propre, pas de contamination, de germes bactériens. Donc nettoyez bien votre matériel, séchez-le bien. Ensuite, pour éviter de vous faire des projections qui peuvent être un peu nuisibles, portez des lunettes, des petites lunettes de protection et mettez des gants. Ça évitera d'avoir les mains qui baignent dans les détergents, c'est pas très bon quand même à la santé. Et puis ça évitera aussi que vous souilliez les ingrédients. Au-delà de ces recommandations, la fabrication des shampoings solides est très simple. On va déjà préparer dans un récipient la partie phase aqueuse. Donc dans un récipient, je vais vous lister un exemple d'une formulation. Je vais d'abord mettre l'eau, donc en l'occurrence ici c'est 15 g d'hydrolat de bois de cèdre. Et puis dans cette eau, je vais essayer de dissoudre mon tension actif. Donc là j'ai mis du SLMI, je vous ai dit que c'était mon ingrédient fétiche. Et puis en principe actif, j'ai mis 2 g de phytokératine. La phytokératine, si vous lisez sa fiche technique, c'est vraiment soluble que dans la phase aqueuse. Donc vraiment, j'ai mis dans cette phase tout ce qui est soluble dans l'eau. Lisez bien les fiches techniques de vos ingrédients quand vous en avez. Donc là sur la photo, vous voyez bien ma petite casserole. Alors on ne voit pas l'eau parce qu'elle est dans le fond, mais ces gros copeaux blancs, c'est mon SLMI. Et puis vous voyez peut-être des petites gouttelettes légèrement orangées, c'est la phytokératine. Donc je pèse bien précisément
tous ces ingrédients. Et ensuite, je fais chauffer au bain-marie. Pourquoi au bain-marie? C'est parce que ça me permet de ne pas dépasser 100 degrés. C'est pas la peine d'aller appliquer des températures extrêmes à nos ingrédients, ça va plutôt les dénaturer. Donc on se limite à 100 degrés, c'est largement suffisant pour que tout fonde et se dissolve correctement. Alors quand je dis que j'obtiens un mélange liquide et homogène, j'obtiens pas quelque chose de translucide, hein. C'est toujours un peu laiteux parce que le tensioactif par rapport à l'eau, il y en a quand même beaucoup, donc il va quand même avoir du mal à fondre complètement dans l'eau. Mais on sent bien que la phase, le mélange est relativement homogène. Dans un autre récipient, je vais aller préparer ma phase huileuse. Donc pareil, je mélange tout ce qui va être huile végétale et tout ce qui est principes actifs, additifs qui sont solubles dans la phase huileuse. Donc je pense déjà à l'huile végétale de brocoli, j'en ai mis 5 grammes dans cette formule, elle va m'apporter le côté démêlant de mon shampoing. 10 grammes d'huile de babassu, qui est de l'huile, je vous le rappelle, solide, elle va donner un petit peu de cohésion. 5 grammes d'acide stéraïque pour donner un petit peu de consistance à la mousse de mon shampoing. 3 grammes d'olivem mil, c'est aussi un démêlant, un dérivé de l'huile d'olive qui est tout à fait naturel. Et des gouttes d'huile essentielle de fleurs d'oranger. Alors ne dépassez pas 20-25 gouttes dans les formulations parce qu'après ça devient quand même des quantités trop importantes. J'ai choisi la fleur d'oranger, c'est uniquement pour l'odeur, je n'ai pas cherché une fonction particulière. Et un petit peu de vitamine E pour éviter que mon huile de brocoli ne rancisse. Donc voilà, sur la photo, vous avez toute cette petite préparation. Le liquide jaunâtre dans le fond du récipient, c'est mon huile de brocoli. Et puis les petits copeaux blancs, ça va être l'acide stéraïque et l'olivem mil. Et enfin, donc pareil, je chauffe au bain-marie tout ce mélange afin d'obtenir un liquide relativement homogène. Et enfin, dans un dernier récipient, je vais préparer mes poudres. Donc c'est juste pour pouvoir les peser. Je mets 8 grammes de shikakai. Je vous ai dit que j'aimais beaucoup cette poudre-là. Et j'ai rajouté 2 grammes de poudre de guimauve. Ça permet d'aider également au démêlage du cheveu. Donc voilà, une fois que j'ai préparé tous ces ingrédients dans 3 récipients différents, que j'ai amené ma partie A et ma partie B à une température relativement similaire pour éviter des chocs thermiques, je vais pouvoir combiner tous ces éléments et n'en faire plus qu'un. Donc je prends ma partie A, la phase aqueuse, qui est encore tiède, et j'y ajoute la partie B, la phase huileuse, par petites proportions. Donc comme je ferai une mayonnaise, j'ajoute un petit peu de phase huileuse, je mélange bien, j'émulsionne, je rajoute encore un petit peu plus de phase huileuse dans mon eau et je mélange jusqu'à obtenir vraiment des petites particules, un mélange bien homogène. Et enfin, en dernier lieu, je vais apporter les poudres. Donc là, il s'agit surtout d'éviter qu'elles fassent des mottes, donc je mélange jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose d'assez pâteux. Et une fois que tout cet ensemble me paraît bien homogène, eh bien, je vais pouvoir le verser dans des petits moules en silicone et mettre ça au frigidaire pour que tous les ingrédients reviennent à température et durcissent. Je laisse au frigidaire quelques heures, voire même une nuit, comme ça je suis bien sûre, et je démoule. Voilà. Après quoi, j'obtiens un petit shampoing solide comme celui que vous pouvez voir sur l'écran, qui correspond exactement à la recette que je vous ai présentée et qui est prêt à être utilisé. Ça donne un shampoing qui est pour tout type de cheveux. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai envie de vous dire à vos casseroles, amusez-vous bien. Et puis, explorez, customisez votre formule comme vous le souhaitez par rapport aux propriétés que vous voulez obtenir. L'important, c'est de respecter dans chaque famille d'ingrédients les proportions que je vous ai mentionnées pour garantir l'obtention d'un savon assez dur, qui soit pratique à utiliser, qui ne se détériore pas trop vite sous la douche, qui ait une bonne cohésion. Donc vous pouvez explorer des tas d'ingrédients dans chaque famille chimique
N'oubliez pas de respecter les proportions que je vous ai dit. Et puis, n'oubliez pas d'aller visiter mon site internet que vous pouvez trouver sous la vidéo, bleu comme une orange, où je vous fais des tas de recommandations, y compris même des recommandations de shampoings solides qu'on peut trouver dans le commerce pour ceux et celles qui n'ont pas du tout envie de se lancer dans la cuisine, parce qu'il y en a dans le commerce des très très bien. Donc n'hésitez pas. Et puis vous pourrez également y trouver un petit résumé sous format PDF de la présentation que je viens de vous donner avec un petit peu plus de détails sur chaque ingrédient. Voilà. À vos casseroles, amusez-vous bien et bon moment sous la douche. Merci, au revoir.